have started to develop the guidelines because we believe that reporting is an important tool and can be very powerful to monitor, manage, and change. G4 is about how reporting as a tool can help us all focusing on what matters. It is absolutely critical for an integrated report that there is the financial report according to financial reporting standards, and absolutely critical that we have a sustainability report according to the G4 standards, which is to me the premier standards in the world. Today, sustainability reporting has become mainstream as financial reporting, and it's almost natural the confluence of these two streams into an integrated report. We would hope that the reporting under the G4 will drive the change in business behaviour so that companies integrate labour rights, union collective agreements and environmental standards into their core business, not their reporting framework, their core business. That sustainability reporting will actually make a difference to the working conditions of workers, including in global supply chains. As I look through the modeling and the way the report works, it's almost like a funnel. It starts with the materiality and it goes down and links to aspects and qualitative and quantitative information. I think it's the overarching framework that is much clearer and much more concise and will help us to better articulate our position in terms of sustainability. G4 is designed for standalone sustainability reports as well as being for integrated reports as that framework emerges. G4 is the global standard in this area, and a strong G4 and a strong GRI is good for this field overall, which we know, as we've heard yesterday in the context, good for broader society, good for humanity, and good for all of us. We can't afford to return to business as usual. We need to draw all, I repeat, all the lessons, the right lessons from the past. And so we need safer financial institutions. The way these commitments are met should be made public and transparent. That's why non-financial reporting is such an important issue. I'm convinced this serves the interest of investors, shareholders, employees, and society at large. Bonjour à tous. Donc je suis Juliette Gossen et je travaille au GRI avec les parties prenantes du GRI et notamment en France. Donc je suis ravie que nous puissions tenir cet événement aujourd'hui et de vous voir si nombreux. Donc je vais vous présenter les principales caractéristiques des G4. Je vais essayer de la présenter en une demi-heure, que nous puissions avoir le temps de pouvoir, que je puisse avoir le temps de répondre à vos questions. Avant de commencer, j'aimerais remercier donc nos partenaires de l'événement, donc le Global Compact, TF1 qui est notre autre et Tenaxia, et j'aimerais tout particulièrement dire un grand merci à Dolores Larocque et à Maternity Reporting qui ont mis beaucoup de temps et d'énergie pour faire de cet événement une réussite. Comme Teresa le disait précédemment, donc aujourd'hui officiellement nous lançons les lignes directrices pour le développement durable G4 en français et elles sont disponibles sur le site internet du GRI. Donc vous pouvez les télécharger gratuitement. Et donc je tiens aussi à remercier donc nos sponsors pour cette traduction qui sont Institut RSE Management, BPCE, AFNOR, Novaction et Fondation, ainsi que le comité de relecture qui a aussi passé beaucoup de temps sur la traduction, donc François Sibyl, Bertrand Demier et Marie Duhart. Avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste rappeler ce qu'est GRI, parce que c'est important que, je pense que tout le monde connaît le nom GRI, mais ne connaît pas peut-être l'organisation derrière les lignes directrices. Donc tout d'abord, la mission principale du GRI est bien de faire du reporting développement durable une pratique courante, en fournissant un cadre et un soutien aux organisations. Donc GRI encourage l'utilisation du reporting développement durable comme un moyen pour permettre aux entreprises à long terme d'être plus durables et de favoriser et donc d'aller dans le sens d'une économie plus viable à terme.
Donc pour la société et les marchés, il est indispensable que cette pratique n'est pas seulement orchestrée par une minorité d'entreprises, comme on a dit leader, mais bien par une majorité, que ça devienne une pratique courante. GRI est une organisation en réseau, donc on parle beaucoup de parties prenantes et c'est comme cela que nous travaillons au sein du GRI. Donc on a plusieurs groupes de parties prenantes au niveau local et national en termes de reporting développement durable. Des organes de gouvernance, et on a beaucoup de membres francophones au sein de ces organes de gouvernance, par exemple Robin Evney, Denise Elston, Jacqueline Alazi de l'Arderel, Sylvie Lemay, Pierre Mazeux qui fait partie du Stakeholder Council. Et nous avons donc, entre autres aussi, nos organisations stakeholders, très importantes pour la GRI car ils soutiennent la mission et la vision du GRI. Et nous avons aussi des alliances stratégiques comme UNGC, vous en avez vu avec la discussion précédente entre Teresa et Pierre. Voici un peu la courbe de progression, on va dire, de GRI, avec la première version des lignes directrices parue en 2000. Et donc, toujours dans une optique d'amélioration continue, nous avons lancé en mai dernier les G4, donc la dernière version des lignes directrices du GRI. Et nous avons essayé dans ces G4 de vraiment refléter les tendances actuelles en termes de reporting. Comme je le disais, donc l'élaboration des G4 est un exemple parfait de comment GRI travaille avec ses parties prenantes. Donc, vous voyez, c'est un sur le fruit processus auquel ont participé des centaines de rédacteurs, d'utilisateurs, d'intermédiaires professionnels et ce à travers le monde. Donc les G4 ont été pensés comme un outil qui puisse s'appliquer à toute organisation, à toute entreprise, quel que soit son pays d'appartenance. Donc comme vous pouvez le voir sur ce slide, plus de 2 ans d'activité, 120 membres de groupes de travail, auxquels ont participé notamment des acteurs de la RSE français, plus de 80 ateliers, on a récolté plus de 3500 pages de commentaires qui ont été analysés et étudiés par l'équipe technique du GRI. Donc ces pages sont disponibles aussi sur le site internet du GRI si cela vous intéresse. Et toutes les étapes de la procédure ont été vérifiées et mises en œuvre. Et donc le conseil d'administration du GRI a validé les G4 en avril 2013 et nous avons pu lancer les G4 en mai dernier à Amsterdam. Avant de commencer, donc rentrer encore une fois dans le détail des G4, il est important de comprendre quels ont été les objectifs des G4 au début de la réflexion. Donc le premier objectif, c'est l'un des objectifs principaux des G4 a été de faciliter l'utilisation pour les rédacteurs qui soient novices ou expérimentés. Ce travail aussi de faciliter l'utilisation et d'être plus accessible et une directrice plus accessible pour les rédacteurs passe aussi par des définitions beaucoup plus claires pour éviter toute ambiguïté. De fait, on attend des rapports qui suivent les lignes directrices du GRI d'être beaucoup plus d'être améliorés en termes de qualité technique. On l'a dit précédemment, et c'est un des points aussi fondamentaux des G4, mais l'harmonisation avec d'autres cadres et d'autres cadres internationalement reconnus faisait aussi partie des G3 et des G3 3.1. C'est toujours dans les G4 un élément très important que nous avons essayé d'améliorer aussi. Encore une fois, pour permettre le travail des rédacteurs. Pas mal des rapports axés sur le thème pertinent, et c'est là un des points principaux que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que le principe de pertinence est l'un des points principaux pour comprendre et appréhender les G4. Donc voici un peu le déroulé de la présentation, et comme je disais, je vais passer un peu plus de temps sur la partie 1. Cibler les éléments importants là où ils comptent. Et c'est bien là le point principal et on va dire la philosophie des G4. C'est outre le fait d'être plus simple d'utilisation que les précédentes versions, les G4 insistent davantage sur la nécessité pour les organisations d'axer leur processus de reporting et le rapport final sur les éléments qui comptent pour l'organisation. Des thèmes qui sont pertinents par rapport à leurs impacts et qui sont pertinents par rapport à leurs parties prenantes. Voici la définition qui est donnée au sein des G4. Avant d'entrer dans le détail, ce qui est important de savoir c'est que cette définition n'est pas nouvelle. Elle faisait partie des G3 et G3.1. Simplement, au sein des G4, un focus beaucoup plus important a été fait sur cette définition et sur ce principe de pertinence.
Vous voyez que ce principe comporte deux volets tout aussi importants. Le rapport doit porter sur les aspects qui soit reflètent les impacts économiques, environnementaux et sociaux substantiels de l'organisation, soit influent de manière significative sur l'évaluation et décision des parties prenantes. Donc deux éléments clés que nous allons retrouver tout au long de la présentation. Donc cibler les éléments importants là où ils comptent. Donc le G4, concrètement, c'est identifier pour une organisation, pour un rédacteur, ce qu'il est essentiel pour lui de gérer et de modifier. Les thèmes ciblent prendre le G4 et les lignes directrices du GRI comme un parcours dans lequel les rédacteurs vont, année après année, rapport après rapport, pouvoir évoluer et pouvoir produire un rapport d'autant plus détaillé, d'autant plus sophistiqué. Donc si une organisation détermine un aspect assez pertinent pour faire partie du rapport, si l'organisation n'est pas encore prête à gérer ses impacts ou à avoir des données sur ces impacts, il est important que ces éléments, s'ils sont jugés pertinents, fassent partie du rapport et permettent donc d'être totalement transparents vis-à-vis de leurs parties prenantes, des parties prenantes d'une organisation. À l'inverse, les G4, ce n'est pas traiter l'ensemble des thèmes de développement durable contrôlés par l'organisation. On attend des rapports qui suivent les lignes directrices G4 de cibler uniquement les éléments et les impacts essentiels d'une organisation. Donc, cibler les éléments importants, c'est ce que je viens de dire. Donc, on encourage les organisations à se concentrer sur les impacts environnementaux, sociaux, économiques qui comptent. On encourage les organisations à fournir uniquement des informations essentielles aux parties prenantes. Ainsi, nous pensons que nous allons pouvoir avoir des rapports qui sont beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus concis et du coup beaucoup plus conviviaux et on l'espère beaucoup plus lus par les parties prenantes et par les utilisateurs des rapports développement durable, des rapports RSE. Tout au long de G4, il y a de nombreux conseils qui permettent aux organisations de définir et de sélectionner les thèmes qui sont pertinents et je vais y revenir un peu plus par la suite. Il y a aussi des conseils pour déterminer les aspects pertinents et en expliquer leur périmètre. Et si la définition de la pertinence n'a pas évolué entre les G3 et G3.1, seulement sont beaucoup plus, on va dire, on a fait un focus beaucoup plus important dans les G4, la notion et le principe de périmètre a changé. Donc, cibler les éléments là où ils comptent, et c'est important de prendre en compte lors de la définition des éléments pertinents, de pouvoir identifier le périmètre de ces aspects. Donc, c'est-à-dire, je m'explique. Une organisation doit identifier les sujets pertinents et leur impact, qu'ils soient au sein ou en dehors de l'organisation. Au sein de G4, périmètre, la définition de périmètre se réfère à la description des éléments impactés par chacun des impacts pertinents. Donc, on demande à l'organisation de repérer et d'identifier quels sont les aspects pertinents à faire figurer au sein du rapport développement durable, et aussi d'en identifier et donc de déterminer le périmètre de cet impact. Le périmètre peut varier en fonction de chacun des aspects pertinents. Et j'arrive avec des exemples concrets pour un peu illustrer tout ça. Si on prend l'exemple de la lutte contre la corruption, c'est un aspect qui peut être jugé très pertinent et qui peut figurer au sein d'un rapport. La lutte contre la corruption peut être un aspect jugé pertinent pour seulement une filiale de l'organisation dans une région particulière du monde et pour on va dire un département particulier. Il est important de pouvoir préciser exactement où ces impacts ont lieu au sein du rapport. Deuxième exemple, si on prend le travail des enfants, très probablement le siège social n'a pas de problème concernant le travail des enfants, mais ça peut être un aspect qui est jugé pertinent pour un fournisseur dans une région, par exemple, particulière d'Asie, pour un groupe de fournisseurs particulier. Il est important au sein des G4 de pouvoir l'identifier et de manière claire et de pouvoir l'identifier de manière claire au sein du rapport développement durable. On peut aussi avoir le cas d'avoir, par exemple, si on prend les gaz à effet de serre, c'est un aspect qui peut être jugé pertinent au sein comme à l'extérieur de l'organisation, au siège social comme chez l'un des fournisseurs, par exemple. Donc ce tableau, enfin dire cette représentation, vous le trouverez dans le guide de mise en œuvre des lignes directrices. C'est un processus qui est proposé par le GRI. Ce n'est pas une exigence pour être
en conformité avec les lignes directrices du G4. C'est des conseils que donne le GRI pour passer et donc déterminer quels sont les aspects pertinents pour une organisation. En revanche, ce qui est une exigence, c'est de pouvoir respecter, comme vous voyez, les principes de contenu, qui sont le contexte de développement durable, le principe de pertinence, le principe d'exhaustivité et le principe d'implication des parties prenantes. Vous voyez que l'implication des parties prenantes, ce principe est présent à chaque étape du processus de la rédaction du rapport du développement durable. Si on prend en haut, tout en haut, vous voyez thème, aspect, éléments d'information de l'approche managériale et indicateurs. Donc ce processus va vraiment aller en entonnoir et pouvoir déterminer sur tous les sujets possibles sur lesquels vous pouvez rédiger votre rapport développement durable, votre rapport RSE, en entonnoir, descendre jusqu'aux indicateurs et enfin produire le rapport pertinent pour apparaître au sein du rapport développement durable. Il va falloir par la suite donc traduire ces sujets en aspects GRI. Donc les aspects du GRI sont listés ici. Vous voyez, suivant différentes catégories, économie, environnement, social, avec les sous-catégories. Si, et c'est important parce que je pense qu'on aura des questions après, si un des sujets que vous avez jugé pertinent ne fait pas partie de cette liste, il est tout à fait possible de l'ajouter au rapport développement durable qui suit les lignes directrices GRI. L'étape 2, qui est la hiérarchisation, et c'est bien là une étape clé au sein des G4, parce que c'est à ce moment-là que l'organisation va pouvoir, en fonction des impacts et de l'engagement de ses parties prenantes, vous voyez les deux principes de contenu qui doivent être appliqués, déterminer les éléments essentiels qui figureront dans le rapport développement durable. Donc il s'agit d'analyser les aspects GRI, les éléments sectoriels et tout autre sujet, et d'appliquer les deux principes que nous voyons ici. GRI, donc là vous pouvez vous retrouver encore une fois au sein des lignes directrices, donc cette représentation visuelle qui permet aux entreprises de sélectionner les aspects pertinents. Encore une fois, ceci n'est pas une exigence pour être en conformité avec les lignes directrices, c'est un support et un conseil supplémentaire qui est donné par le GRI. Si vous voyez sur les deux axes, donc il y a l'importance des impacts économiques, environnementaux et sociaux, donc jugés par l'entreprise, ainsi que les éléments importants jugés par les parties prenantes. Normalement, logiquement, les éléments qui devraient apparaître au sein du rapport développement durable sont ceux qui figurent sur le carré en haut à droite, car ils sont tous les deux d'une importance, que ce soit pour les deux aspects que nous avons vus sur l'axe des abscisses et des zones données. Important ici, les stakeholders, les parties prenantes ainsi que l'organisation ont souvent des considérations différentes. C'est-à-dire que si un groupe de parties prenantes juge très très important, essentiel, un des aspects, et que l'organisation ne l'a pas identifié comme un des impacts clés, il est possible que l'organisation souhaite intégrer cette information et cet aspect au rapport développement durable. À l'inverse, si un impact est jugé très très pertinent, soit économique, environnemental ou social, il est important, et après c'est à l'organisation d'en décider, qu'ils soient intégrés au sein du rapport développement durable. Donc suite à cette étape de hiérarchisation, nous passons à l'étape de validation. Et là, tout à l'heure, je l'ai dit, il est important de pouvoir avoir une discussion sur est-ce que nous sommes prêts à pouvoir intégrer cette information au sein du rapport développement durable. Comment? On va peut-être se rendre compte que pour cet aspect qui a été jugé pertinent, on n'a pas encore de données, on n'a pas encore de système en place, mais il est important à cette étape-là qu'il y ait une vraie réflexion au sein de l'organisation et que même s'il n'y a pas encore de données, même s'il n'y a pas encore de système de management en place, il est important que cet élément, s'il est jugé pertinent, puisse figurer au sein du rapport développement durable. Comme j'ai dit, le reporting est un parcours et les G4 vous aident dans ce sens-là. Puisque comme vous voyez l'étape 4 est un examen du rapport. Donc après avoir publié le rapport, votre rapport, si vous êtes rédacteur, il est important de pouvoir réviser le contenu de ce rapport et toujours dans une optique d'amélioration continue, de commencer le nouveau cycle de reporting avec cette étape d'examen. Il existe différents éléments
types d'éléments d'information dans les lignes directrices. Donc, on demande aux organisations de publier des informations sur leur gouvernance, sur la stratégie, sur le profil de l'organisation. Ces éléments généraux d'information résultent directement du focus qui a été fait sur le principe de pertinence. Donc, il y a 7 éléments généraux d'information qui résultent de ce focus. Important ici, et on verra après, quelle que soit l'option qui a été choisie par l'organisation, ces éléments doivent figurer au sein du rapport développement durable. Et ces éléments, vraiment, définissent le processus par lequel est passée l'organisation pour définir les aspects qui ont été jugés pertinents et donc qui figurent au sein du rapport développement durable. Si on s'attarde sur le G419, donc on demande à l'organisation de répertorier tous les aspects pertinents identifiés dans le processus de contenu. G420 et G421, eux, s'attardent sur l'aspect périmètre et donc demandent aux organisations pour chacun des aspects pertinents qui a été identifié, d'indiquer le périmètre de l'aspect, qui soit, encore une fois, au sein de l'organisation ou en dehors de l'organisation. Donc là, je vais passer au petit 2. Et avant de commencer, je pense que ceux qui sont dans la salle et qui connaissent les G3 et G3.5 des systèmes d'options de conformité. Donc il y a 2 options, l'option relative aux critères essentiels et l'option relative aux critères exhaustifs. Encore une fois, chacune des options est axée sur le processus d'identification des aspects pertinents. Une organisation, que ses rédacteurs soient novices ou expérimentés, doit choisir l'option qui répond mieux à ses besoins et qui répondra au mieux à terme aux besoins de ses parties prenantes. L'option relative aux critères essentiels comporte les éléments fondamentaux d'un rapport de développement durable. Donc, elle définit le contexte dans lequel l'organisation communique les impacts de ses performances économiques, environnementales, sociales, ainsi qu'en matière de gouvernance. L'option relative aux critères exhaustifs s'appuie sur la première option et demande des éléments d'information supplémentaires, notamment en termes de gouvernance, de stratégie, d'analyse. Important, les options ne concernent ni la qualité du rapport, ni la performance de l'organisation. Encore une fois, et c'est important de le prendre en compte lorsque vous choisissez l'option qui répondra au mieux à vos besoins. Donc rapidement, si on regarde le tableau numéro 3, donc vous pouvez voir que suivant les options choisies, il y a un certain nombre d'informations qui sont demandées en plus pour l'option relative aux critères exhaustifs. Par exemple, stratégie analyse, on a un élément d'information supplémentaire G4.2. Très important, vous voyez que pour les éléments généraux d'information qui concernent l'aspect et les périmètres pertinents identifiés, nous demandons le même niveau d'information pour chacune des options, quelle que soit l'option choisie. Une autre différence entre les deux, je ne rentrerai pas dans le détail parce que nous n'avons pas forcément le temps, mais je pourrais répondre aux questions. Pour l'option relative aux critères essentiels, il est demandé pour chaque aspect pertinent qui a été identifié de communiquer au moins un des indicateurs. Alors que pour l'option relative aux critères exhaustifs, tous les indicateurs liés à chaque aspect pertinent identifié doivent être communiqués. Grand changement aussi au niveau des lignes directrices du GRI, donc c'est une nouvelle structure. Donc aujourd'hui nous avons 2 parties, donc les lignes directrices sont proposées en 2 parties. La première partie, les principes de reporting et d'éléments d'information. Cette première partie est clé pour comprendre le processus et pour comprendre les G4. Donc je conseille vivement donc, à tous les rédacteurs et tous les utilisateurs aujourd'hui de lire cette première partie. La deuxième partie, qui est beaucoup plus détaillé et fourni, qui est le guide de mise en œuvre, c'est un support qui doit être utilisé pour comprendre et appréhender le premier livre. Il n'est pas nécessaire de lire toute la deuxième partie, puisque on a beaucoup de retours comme quoi les G4 étaient encore plus longues, mais juste pour préciser, le premier livre est nécessaire pour la compréhension des lignes directrices. Le guide de mise en œuvre sert de support supplémentaire et de conseils supplémentaires pour comprendre la partie 1. Par exemple, la définition qui est donnée du G4.22 de l'élément général d'information G4.22, donc on a une définition. Si l'organisation nécessite plus de conseils ou plus de support, il peut se référer page 42, donc au guide de mise en œuvre, et ici vous voyez il y a des conseils supplémentaires qui sont donnés. Donc une organisation va peut-être, très probablement, ne jamais lire une certaine partie du guide de mise en œuvre si ces éléments ne sont pas jugés pertinents pour l'organisation.
Encore une fois, l'objectif principal est aussi de simplifier le travail du rédacteur. Et donc, on a développé de nouvelles sections au sein des lignes directrices. Donc, des liens rapides, toute une section sur des liens rapides pour mieux comprendre et pour mieux naviguer au sein des lignes directrices. La définition des termes clés qui est essentielle à la compréhension des G4, donc définition des termes de pertinence, de périmètre par exemple. Et au sein du guide de mise en œuvre, donc il y a toute une section sur les références, et donc on verra après tout le travail d'harmonisation qui a été fait au sein des G4 avec nos partenaires stratégiques, et un glossaire. Les éléments concernent notamment l'éthique et l'intégrité, la gouvernance, la lutte contre la corruption et les politiques publiques. Vous voyez que à différents niveaux du reporting, il y a eu des modifications. La chaîne d'approvisionnement ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, pour les émissions de gaz à effet de serre, on a fait en sorte que les éléments d'information sur les émissions de gaz à effet de serre soient directement alignés avec les catégories SCOP du protocole du GHG protocole, ainsi que du WRI et du WBCSD, dont Patrick a parlé précédemment. Autre élément très important, la description de l'approche managériale au sein des G4 a été une approche managériale générique. C'est-à-dire que pour chaque aspect qui a été jugé pertinent et qui a été identifié pertinent et qui apparaît au sein du rapport, une description de l'approche managériale est demandée. Donc il y a 3 volets de cette description de l'approche managériale. Tout d'abord, indiquer pourquoi l'aspect est pertinent et préciser les impacts qui justifient la pertinence de cet aspect. Deuxième point, indiquer comment l'organisation gère l'aspect pertinent ou ses impacts. Et troisième point, préciser l'évaluation de l'approche managériale. Donc, ce DMA, donc comme vous le verrez, c'est une description de l'approche managériale, mais au sein des versions françaises, on a gardé le thème DMA, doit être appliqué pour chacun des aspects pertinents identifiés. Et il est le même pour tous les aspects pertinents identifiés. Évidemment, suivant l'aspect pertinent identifié, il peut être plus long, plus court, parce que peut-être qu'il y a des processus qui ont été mis en place il y a bien longtemps, et donc on sait pertinemment comment gérer ces impacts, et d'autres vont être plus courts, parce que justement, on est au début, aux prémices donc de cette approche managériale. Important ici, il est possible que pour différents aspects pertinents qui ont été identifiés, cette approche managériale soit valide donc pour ces différents aspects. Il est possible de regrouper sous une même description de l'approche managériale différents aspects. Juste ce qu'on demande, c'est que ce soit écrit de manière très claire, que le rédacteur, l'utilisateur du rapport développement durable puisse prendre en compte et puisse comprendre que cette approche concerne différents aspects. Donc là, il y a encore une certaine flexibilité des G4 à ce niveau-là. Donc nous l'avons vu précédemment, mais c'était aussi présent dans les versions précédentes des lignes directrices G4. Un gros travail d'harmonisation avec des cadres internationalement reconnus a été fait. Donc, par exemple, les principes directeurs pour les entreprises multinationales de l'OCDE, les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies, les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme des Nations Unies. Ce sont les principaux sur lesquels nous avons travaillé, mais comme Pierre l'a précisé aussi tout à l'heure, il y a un document de correspondance qui est en train d'être développé et finalisé pour ISO 26000. Donc voici comment les liens ont été faits au sein des G4 avec ces cadres internationalement reconnus. Donc la section des liens rapides que je vous ai présenté précédemment, vous voyez que pour certains éléments généraux d'information, G4 10 et G4 11, il y a une harmonisation qui a été faite à ce niveau-là, et donc vous pouvez directement faire des liens avec ces autres cadres de reporting. En ce qui concerne la vérification externe, comme les G3 et G3.1, GRI recommande d'avoir recours à une vérification externe, mais cela ne constitue pas une exigence pour être en conformité avec les G4. Ce qui a changé, c'est que pour chacun des éléments, on demande à l'organisation quels ont été les éléments qui ont été soumis à une vérification externe. Donc là, beaucoup plus de transparence demandée aux organisations sur ce point particulier. Information sectorielle, donc on en a parlé précédemment. Donc aujourd'hui, le GRI a 10 suppléments sectoriels. 2 ont déjà été mis à jour et sont déjà disponibles sur le site du GRI, donc ils ont été mis à jour avec les G4.
Et donc, à fin décembre, normalement, les suppléments sectoriels devraient être disponibles sur le site du GRI. Ce qui est important dans les G4, c'est que les rédacteurs doivent prendre en compte, si bien sûr le supplément sectoriel pour leur secteur existe, pour déterminer ce qui est pertinent. Ce qui ne veut pas dire que c'est une exigence que tous les éléments qui sont présents au sein des suppléments sectoriels doivent apparaître au sein des rapports. Ils doivent consulter les suppléments sectoriels et analyser si les aspects sont jugés assez pertinents pour figurer au sein du rapport. G4 et le reporting intégré. Donc on en a parlé un peu avant. On l'a vu notamment au sein de la vidéo avec le discours de Mervyn King. Les G4 visent à conseiller les organisations sur la meilleure façon de présenter les éléments d'information sur le développement durable, selon différents formats, ce qui peut être un rapport développement durable, un rapport RSE, un rapport consolidé ou aussi un rapport intégré. Le passage du G3.1 au G4, donc les organisations qui établissent des rapports à l'aide des lignes directrices doivent elles-mêmes décider du délai de transition. Et c'est pourquoi on a choisi une période de délai de 2 ans qui permet aux organisations de pouvoir passer des G3 au G3.1. Donc jusqu'à 31 décembre 2015, des rapports pourront suivre les lignes directrices G3 et G3.1. Il est conseillé pour toute organisation qui établit son premier rapport de commencer avec les G4, bien évidemment. De nombreuses ressources sont à disposition donc, des utilisateurs des lignes directrices. Il est important de les citer parce que le site du GRI est riche en informations. Et notamment, si nous n'arrivons pas à répondre à toutes vos questions aujourd'hui, je vous recommande de consulter la foire aux questions, donc FAQs, que vous pouvez trouver sur le site du GRI, qui recense toutes les questions qui ont été posées directement au GRI suite à l'apparition des G4. Donc c'est en anglais, mais je pense que ce serait intéressant de pouvoir passer quelques minutes sur ce document. Il y a notamment des vues d'ensemble des changements des éléments d'information, G3, G3.1 à G4. Comme vous l'avez vu, on a vu une vidéo qui a compilé les moments forts de la conférence, mais on a enregistré la plupart des interventions et nous avons la plupart des présentations qui ont été tenues à la conférence. Donc tout ça est encore une fois disponible sur le site du GRI et ça peut aider un certain nombre d'entre vous peut-être d'appréhender et de mieux comprendre les G4. Nous avons notamment une nouvelle vérification de conformité donc, qui est disponible et qui sera lancée le 2 décembre. Oui. Très important, mais aussi qui a été lancé il y a moins d'un mois, G4 Online. Et là, c'est vraiment un outil qui permet de faciliter la vie des rédacteurs et de pouvoir naviguer beaucoup plus facilement au sein de G4. Donc, c'est une plateforme, on va dire, Internet dynamique, donc qui permet de pouvoir passer d'un élément à un autre au sein de G4. Voilà, donc je vous conseille aussi de pouvoir visiter cette plateforme de G4 Online. Afin de pouvoir vous approprier au mieux les lignes directrices G4. Il y a une phase de suivi, donc on appelle le monitoring phase, qui est lancée au sein du GRI depuis le lancement des G4. Donc il y a de nombreux événements de lancement, comme celui aujourd'hui. Donc par exemple avec Nikki McKean, nous partons pour demain avoir un événement similaire à Helsinki. Nous avons traduit les lignes de G4, donc aujourd'hui nous sommes heureux de pouvoir les lancer en français, mais nous avons aussi traduit en 10 autres langues les lignes directrices G4. Au sein du programme de pilotage et de suivi du lancement des G4, nous avons le G4 Pioneers Programme qui demande, donc c'est pour les adopteurs précoces des lignes directrices G4, de pouvoir travailler en collaboration avec le GRI et donc de nous donner toutes les informations, toutes les premières impressions, tous leurs commentaires sur les G4, comment ils ont été perçus, comment ils ont pu être appliqués, quels ont été les problèmes, les challenges des organisations, qui permet au GRI vraiment de comprendre comment ont été implantés les G4 et toujours dans cette optique d'amélioration continue, de prendre ces commentaires et de pouvoir, pour peut-être une prochaine édition, améliorer les G4. Le Pioneers Programme a été exclusivement construit avec nos organizational stakeholders. Et donc comme Teresa vous les a présentés avant,
Ils sont nos soutiens principaux, et donc encore une fois, j'aimerais leur remercier pour leur soutien et pour leur présence aujourd'hui, car ils sont quasiment tous là aujourd'hui. Si vous avez des commentaires particuliers sur les G4 ou des impressions que vous souhaitez partager avec le GRI, il est important que vous puissiez le faire, et donc qu'on puisse comprendre aussi vos attentes, vos problèmes, et d'envoyer donc tous vos feedbacks à feedback@globalreporting.org. Encore une fois, ces informations, vous pouvez les trouver sur le site du GRI.